cynique. À la formule cynique du grand Nietzsche, j'opposerais que j'ai sondé les origines et j'ai perdu tous les respects. J'opposerais volontiers la formule plus républicaine. J'ai fait l'histoire de mes renoncements et j'ai retrouvé tous mes courages. En sachant que cet avertissement doit toujours se loger, s'abriter sous la belle formule de Charles Péguy. Quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. C'est-à-dire que quand tout le monde renonce en même temps, on s'en aperçoit pas. Le projet de Vincent Peillon, que nous avons effectivement croisé hier, ce projet d'introduire un cours de morale laïque dans l'école de la République, nous invite à réfléchir sur les fondements éthiques de notre engagement humaniste, laïque et républicain. Cette question nous met au cœur du projet républicain, de ses valeurs, de son idéal. Je crois que ce qui nous rassemble tous dans cette très belle association, c'est que pour un républicain de progrès, il n'est pas question d'accepter le monde tel qu'il va. Il s'insurge contre l'injustice et l'exploitation de l'homme par l'homme. Rousseau va même jusqu'à dire que nous avons toujours intérêt à regarder ce qui est à partir de ce qui doit être. Le maintien de cet écart et le fait de trouver du courage dans l'affirmation de cet écart, cela s'appelle la morale laïque. À ce cri de protestation s'affirme et s'ajoute la proclamation classique d'un Montesquieu, faisant de l'amour des lois et de l'égalité le principe de toute république. Mais on oublie. Il ajoute que pour que cet amour soit effectif en acte, comme le dit cette belle journée, il faut développer ce que Montesquieu appelle la vertu politique, ou la vertu républicaine, qu'il prend bien soin de distinguer de la vertu religieuse, confessionnelle. Cette vertu consiste, dit-il, à bien veiller à sacrifier une partie de notre intérêt personnel au nom de l'intérêt de tous. C'est le fondement, là encore, moral, de toute morale laïque républicaine. En effet, avant toute appartenance, tu le rappelais, Patrick, hier soir, avant toute appartenance religieuse, politique, ethnique, communautaire, sociale, nous sommes frères en humanité et citoyens d'une même république. Le ministre a ajouté, et je pense que ce n'était pas qu'un effet de tribut, universaliste, une république universaliste. Chiche. Cette affirmation se retrouve implicitement dans la loi de 1905, notamment dans toute l'implicite du premier article. Car cette loi de 1905, que l'on ne célébrera jamais assez, est tout imprégnée d'une spiritualité laïque qui n'a de nouveau rien à voir avec la spiritualité confessionnelle. Or, la méconnaissance par les républicains, l'histoire des renoncements, la méconnaissance par les républicains de leur propre histoire, a laissé les cléricaux diffuser l'idée que seuls les ministres cultuels, tu en as parlé, étaient habilités à s'intéresser, à diffuser, à témoigner de la morale en général. Souvenons-nous des propos de Sarkozy, dans une sorte de componction qui lui venait du fait qu'il découvrait qu'il était victime d'enfant. Le projet de Vincent Peillon remet les choses sur la table. Bravo. Mais, rappelons à Vincent Peillon la citation suivante de Jaurès, tirée de la dépêche de Toulouse, du 3 juin 1892. Tiens, 1892 est la même année que le grand Engels dit de l'école de Jules Ferry qu'elle est la meilleure du monde. Bizarre. C'est tout simple, petite note en bas de page. On n'a jamais vu une révolution faite par des citoyens qui ne maîtrisaient pas la langue du maître pour renverser le maître. Évidemment, ceux qui sont réactionnaires dans la société et pseudo-révolutionnaires dans l'école veilleront à ce que l'école, étant réactionnaire, maintienne les inégalités et les privilèges de la société politique, pardi. Donc, citation de Jaurès pour Vincent Peillon. Nos écoles, dit Jaurès, depuis qu'elles sont pleinement laïcisées, n'attaquent aucune croyance religieuse, mais elles se passent de toute croyance religieuse.
Ce n'est pas à tel ou tel dogme qu'elles demandent les principes de l'éducation. Elles sont donc tenues de découvrir et de susciter dans la conscience de l'enfant, et donc de tout citoyen, un principe de vie morale supérieur et une règle d'action. L'enseignement de la morale, c'est bien notre sujet, doit donc être la première préoccupation de nos maîtres. Ça veut dire qu'au fait, Jaurès pense que régulièrement rappeler des principes qui permettent à la République de s'autofonder, de projeter, j'allais dire, tous les matins devant le regard attentif des enfants, que devraient être les choses, aide à mieux changer les choses au quotidien. Ça n'est pas quelque chose d'annexe, ça n'est pas une demi-heure le vendredi soir, c'est la première préoccupation. Voilà pourquoi, aux actes encore, je vais dire aux arbres, aux actes, affirmer cette prééminence de la morale laïque, mais ne pas développer, ne pas refonder l'école qui permet de valoriser cette responsabilisation morale des futurs citoyens, ce n'est pas supercherie, c'est déjà pris. Mais c'est une contradiction au sein du gouvernement. Suite de Jaurès. Et ainsi l'humanité peut grandir par la vertu même de l'idéal suscité par elle. Il y aurait donc, dans l'idée d'humanité éclairée par l'idéal laïque, de quoi fonder, auto-fonder une morale laïque, sans avoir besoin d'idolâtrer je ne sais quelle conviction. Et par un étrange paradoxe qui prouve que le monde moral échappe aux lois de la mécanique, sans doute aussi de la mécanique financière, l'humanité s'élève au-dessus d'elle-même, sans autre appui qu'elle-même. Donc, conclut Jaurès, les maîtres ne doivent pas, par défiance de soi ou par humilité, rapetisser l'enseignement moral. Ils doivent parler sans crainte de l'excellence du devoir, de la dignité humaine, du désintéressement, du sacrifice. Et il ajoute, mais resituons bien dans le contexte de la sainteté, et c'est au sens où on parle de saint laïque. Fin de citation. Je trouve que ça a de la gueule. Comment dire? Visiblement, cette évidence indiquée par Jaurès s'est totalement perdue dans les corps républicains. Comme peut-être, à vous de nous dire, dans la République elle-même. Comme on le voit dans la difficulté actuelle à faire accepter ce petit bout de moralisation de la vie politique qui s'appelle le non-cumul des mandats, prôné par la très vertueuse, très puritaine commission Jospin, qui bien sûr recule devant la morale et se contente de parler de déontologie, la géométrie variable en fonction des budgets, des carrières, des élections. Mais moi, j'en passe pour la morale, et pas pour la déontologie. Deux pièges expliquent cet éloignement, cet exil de la morale laïque dans les mœurs, dans les comportements, dans les conceptions du personnel politique. Le premier piège, on l'a vu hier, d'une certaine façon, c'est le pédagogisme. C'est-à-dire l'étrange langage à la Molière, je parle des médecins de Molière, qui consiste à différer sans cesse l'effort en disant, pour l'instant, ce n'est pas l'effort, l'effort c'est pour demain. Le devoir c'est pour demain. La difficulté c'est pour demain. Pour l'instant, jour. 7. Amorce ludique de tout, sous couvert d'éducatif, du tout éducatif, qui est passé dans les mœurs politiques par l'instrumentalisation du mot pédagogie. Beaucoup trop d'hommes politiques, beaucoup trop d'élus. Désormais, ne disent pas « je me suis trompé ». Ils disent « j'ai manqué de pédagogie ». Contresens complet sur le mot pédagogie. Dans l'Antiquité grecque, le pédagogue est celui qui mène l'enfant de la maison à la porte de l'école. Puis, à la porte de l'école, vient le didaskalos, le maître. On appelle paidégogeion le petit endroit où, pour se protéger de la pluie, on permet à l'enfant de se protéger.
et ensuite le pédagogue s'en va de l'école pour que le maître, l'enseignant et non pas le renseignant, comme dit Samuel élégamment, eh bien, le maître peut commencer. C'est le premier piège dans lequel je crois beaucoup sont tombés. Nous avons égrené hier, je ne répète pas, les plaies de cette nouvelle catastrophe. Anti-intellectualisme, jeunisme, relativisme culturel à légère tendance sociologique parisienniste, idolâtrie des machines informées, l'activisme, la régression vers l'émotionnel, l'émotionnel, oui, j'aime bien d'ailleurs. C'est l'émotif et le compassionnel, l'émotionnel, je me le recassera. Qu'est-ce que la communication préférée à la transmission, le tout aboutissant à la dilution de ce qu'on appelle l'imputation morale. Ça n'est pas moi, c'est le système en moi. Ça n'est pas moi, c'est mon roman familial en moi. Le tour est joué. Le tout sociologique dilue la responsabilité de mes actes. Je crois qu'un républicain fait sa république intérieure s'il assume ses actes. Encore faut-il entre-temps lui donner les mots pour pouvoir dire ce qu'il a. C'est le premier piège. On n'en est pas sorti. Je crains même une stratégie du harpon. Plus j'essaie de l'enlever, plus il s'enfonce. Sauf si on l'arrache, sauf si on se bat, sauf si on décide, c'est fini. On arrête de renoncer. Quand nos amis trahissent, il faut être encore plus méchant. Je te trouvais gentil là. Il faut oser dire, il faut secouer. Le deuxième piège est plus méconnu. Tout le monde en est atteint, mais personne ne s'en avise. C'est un piège relativement implicite et subjectif que j'appelle avec Peggy l'orléanisme. L'orléanisme est le processus par lequel une branche cadette vise à remplacer la branche aînée et à lui couper la tête tant qu'à faire. Mais ça a comme conséquence d'organiser l'amnésie de toute l'histoire de la famille. Quand j'ai essayé de faire comprendre ça à mon ami Sueur, maire d'Orléans, ça a été dur. Mais je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, c'est orléaniste que j'ai en tête et non pas orléanais. Sueur a soupiré de bonheur. C'est plus grave qu'il n'y paraît, puisque pour peu que cet orléanisme devienne un processus qui organise l'amnésie du passé, la conséquence, c'est qu'on organise aussi l'effondrement de l'idéal. Puisque si moi, branche cadette, j'ai pu prendre le pouvoir vis-à-vis de la branche aînée, c'est que j'avais le droit de le faire, c'est que j'étais inspiré pour le faire, c'est que j'avais le droit avec moi, c'est que j'avais la morale avec moi. Ça y est? Donc je tue le frère aîné. Voilà ce qui vaut morale pour moi. Il ne m'appartient pas de dire si le sarkozysme est l'orléanisation du chiracisme. Il ne m'appartient pas de dire si le chiracisme est l'orléanisation du gaullisme. Il m'appartient encore moins de dire que le hollandisme, en voie de poldérisation semble-t-il, est l'orléanisation du mitterrandisme. Il ne me revient pas de dire, de me demander si le mitterrandisme est l'orléanisation du jorisme. Je peux vous donner, après l'intervention, mon intuition profonde. J'ouvre le débat. En tout cas, l'effet de ces deux pièges est immédiat et extrêmement grave. La dilution de la responsabilité individuelle de chacun. Le recul devant la prise de conscience de mes renoncements. Le refus de s'engager sur le plan moral, d'éclairer la République par ses valeurs. Bref, ces pièges étant en place, je ne commets plus d'erreurs, je ne fais que quelques errements pédagogiques, je dis. En tout cas, la nécessité d'une vraie morale laïque affirmée dans les mots, par Vincent Payan, dans les actes, par Jaurès et sa trajectoire de patriote, socialiste, républicain, rectiligne. Eh bien, l'évidence, la nécessité de cette morale laïque existe dans les mots, elle n'existe plus dans les faits. J'ai essayé de vous montrer
la cause. Et la cause, c'est évidemment la prédominance de ce que j'appelle le pédagogisme réaliste. Alors évidemment, quand les deux pièges s'additionnent comme une espèce d'interaction des médiocrités électoralisantes, évidemment, si l'on est tous orialistes et pédagogistes, on ne va pas s'en apercevoir. Dès lors, pour sortir de ces pièges et retrouver, j'allais dire, la dynamique jaurestienne, au-delà de tous les orialismes, je crois important, chers amis, d'ouvrir 3 chantiers. Car appeler les autres aux actes, c'est bien, aux armes, ça peut faire, mais c'est encore mieux de mener vraiment les chantiers que l'on annonce, notamment sous forme de promesses électorales. Premièrement, je crois qu'un des premiers chantiers qui nous attendent, c'est une vraie laïcisation de la morale laïque. Or, pour des raisons à la fois de bon sentiment, d'inculture politique et de régression cléricale, trop de républicains se sont jetés dans les valeurs compassionnelles qui nous viennent des cléricaux. Dans d'autres textes, dans d'autres contributions, je propose de réfléchir sur les fondements d'une nouvelle morale laïque à partir d'une vertu à travailler ensemble, à construire, que j'appelle la sollicitude républicaine. La sollicitude républicaine, c'est l'audace de vouloir fraterniser tout de suite au-delà des volontés de convaincre, de se faire élire, de témoigner, formule cléricale s'il en est, mais tout simplement d'aider celui qui est à terre le plus vite possible pour qu'il ne prenne pas le temps de rester là où il est et d'attendre qu'on le relève. Deuxième grand chantier, bon bref, j'en passe pour la sollicitude contre la compassion. Cette incroyable audace qui consiste à dire, quelle arrogance, quel orgueil, qu'on pourrait se mettre à la place des autres. Mais pourquoi se mettre à la place des autres? Ils y sont. Deuxième chantier, fonder une pédagogie de la morale laïque au sein de la pédagogie de la laïcité. Magnifique projet et réalisation du HTI. Je salue la présence de la Cécile. Une pédagogie de la morale laïque. On pourrait s'en expliquer si nos amis qui animent la commission morale laïque recevaient plus, faisaient multiplier plus les auditions, mais c'est 2 jours par semaine, 3 auditions par jour, nul. Comme si on avait l'audition honteuse. Eh bien, je pense que c'est un défi remarquable à relever collectivement. Une pédagogie de la morale laïque, c'est d'abord un programme qui progresse, qui complique. Je vous renvoie à un certain nombre de textes fondateurs ici, non seulement de Buisson, mais de Condorcet. C'est ensuite une évaluation, mot à la mode. On ne peut pas évaluer une prise de conscience laïque, morale, mais on peut évaluer la maîtrise des conditions qui peut, par combinaison, pourrait un jour nous permettre d'accéder à la prise de conscience de notre dignité, de notre autonomie, de notre humanité. C'est enfin une formation. J'ai essayé de faire comprendre hier, au milieu de tas de sollicitations qui évidemment traversent ces enjeux des fins de colloque où un ministre est là, j'ai attiré son attention sur la gravité des choix dans le mois à venir en ce qui concerne les formations, les écoles de formation. Je lui ai dit, très animé par une sorte de zèle républicain, qu'il avait dans le mur, que nous allons aboutir à des lieux de formation qui seront des lieux de sensibilisation. Dans la langue pédagogique novlangue, ça veut dire qu'on ne parlera pas du sujet qu'on prétend aborder. Je vous sensibilise. Mais que, au sein d'une vraie pédagogie de l'instruction publique, une pédagogie de la morale laïque est parfaitement possible. Souhaitable. Enfin, je crois qu'un vrai travail théorique continu nous attend pour sans cesse nous réapproprier la synthèse républicaine actuellement pillée par la droite qui se prétend républicaine. Je montre à beaucoup d'amis un tract de
du parti radical valoisien, je ne l'ai pas là, je l'ai perdu, mon Dieu, aucune importance, ou M. Borloo, qui donc s'intéresse tout d'un coup à l'école, eh bien, a décidé de valoriser, Ramayad sans doute dedans, le concept d'instruction publique, évidemment coupé de toute synthèse républicaine. Voilà le nouveau créneau porteur de la droite républicaine d'opposition. Mais bon sang de bonsoir, c'est à nous de nous approprier la morale laïque, l'instruction publique. La morale laïque est un engagement pratique, continu, grâce auquel nous mettons en avant ce que nous voudrions être pour aider notre propre développement et devenir non seulement des citoyens responsables, mais aussi des artistes de nos propres vies. Je vous remercie.